Bonjour à tous, merci d'être venus sur cette table ronde que nous allons consacrer à la production de contenu brand content. Je m'appelle Didier Falcan, je suis l'éditeur des Clés de la presse, un support d'information positionné sur les modèles économiques de la presse et des médias, qui diffuse une newsletter 2 fois par semaine, un magazine, on fait aussi des formations et de l'événementiel. La production de contenu de marque est devenue un enjeu majeur pour les marques bien sûr, mais aussi pour tout l'écosystème publicitaire, que ce soit les agences médias et les médias eux-mêmes, qui se sont positionnés très tôt sur ce marché, souvent via la création de structures ad hoc au sein de leur régie. Et c'est ce que nous allons creuser et voir lors de cet échange avec nos deux intervenants, donc Sandrine Matichard, qui est directrice éditoriale d'Infopro Digital Stories, et Florent Bertha, le directeur de Bay Content, qui est la structure donc, de brand content de Bay Media, qui est l'éditeur de l'AGFI et de l'Opinion. Donc on va voir ensemble avec chacun d'entre eux leur positionnement, leurs caractéristiques, l'offre qu'ils proposent, quel type de contenu, leur façon de travailler, leurs atouts, etc. Et puis ensuite, donc on va faire un petit ping-pong je vais faire un petit ping-pong avec chacun d'entre eux pendant une dizaine de minutes. Et puis ensuite, on abordera des questions plus transversales sur ce qu'apporte leur appartenance à un groupe de médias dans la production de contenu. On parlera de création, de créativité, d'efficacité, de ROI, de prix, de complémentarité avec la pub traditionnelle. Et puis bien sûr, comment ils voient l'avenir de ce marché pour les mois et les années à venir. Donc, nous allons commencer avec Sandrine Matichard, qui vous venez d'arriver à la tête d'Infopro Digital Stories, et vous avez eu un parcours assez riche et varié dans les médias. Donc, j'avais noté l'équipe, la tribune, Libération, stratégie, dans des fonctions de développement ou d'éditrice. Vous avez été également journaliste. Et peut-être que pour commencer, vous pouvez nous présenter déjà, rappeler ce que c'est le groupe Infopro Digital et la structure Infopro Digital Stories. Merci. Oui, Infopro Digital, c'est un groupe que vous connaissez tous sous des marques diverses et variées. C'est un groupe à la fois de médias, mais d'information et de services pour les professionnels. Donc à la fois des médias, de la tech et des data autour de différentes communautés professionnelles. Parmi les marques que l'on adresse, il y a 35 médias, dont la Gazette des Communes, Le Moniteur, LSA, un pôle auto, un pôle assurance avec l'Argus de l'assurance, donc des métiers extrêmement variés, certains très spécialistes comme le packaging de luxe par exemple. Donc c'est vraiment de l'animation de communautés professionnelles. Donc ça c'est le groupe. Aujourd'hui il organise 1500 formations, 34 salons, il est présent dans plusieurs pays. Donc c'est un groupe qui ne fait pas forcément beaucoup de bruit, mais ses marques parlent pour lui. Donc c'est un groupe qui avait un certain nombre d'opérations spéciales qui se sont développées, comme historiquement ça a été le cas depuis le début des années 2000 dans tous les médias. Et puis on a décidé de structurer cette offre à partir de fin 2019 au sein de Stories. Donc c'est une offre c'est une agence de contenu B2B. Donc on a grosso modo 3 grandes activités. Une activité stratégique d'aide à l'élaboration de stratégies éditoriales. Donc on va être amené à faire un audit par exemple des contenus d'une marque, préconiser des domaines d'intervention, un tone of voice, etc. Ensuite on a une brique évidemment production de contenu, tout support, du print traditionnellement, mais aussi énormément de digital, du podcast, de la vidéo, énormément de webinaires. On fait presque, je crois, une centaine de webinaires par an. Donc c'est devenu très très gros et on utilise notamment des technologies du groupe comme Webikeo ou EventMaker donc on a nos propres technologies pour faire de contenu. Et puis on a une activité qui est culturellement très importante chez Infopro, qui est la culture de l'activation et de la diffusion. Parce que si on produit un contenu, c'est quand même pour qu'il soit lu. Et donc, nous, on a tendance à penser qu'il faut s'occuper autant du message que de l'activation. Et donc, voilà les 3 activités de cette structure. Et on a démarré fin 2019. Donc, c'est la première fois qu'on se présente à All for Content et on en est très heureux. Alors,
comment ça se dit, comment vous positionnez par rapport à la régie ou les régies peut-être du groupe, comment vous allez séduire les annonceurs, comment vous travaillez un peu, comment vous vous organisez par rapport à nos structures, je dirais, existantes de publicité, de rédaction, etc. Alors, on travaille vraiment ensemble. D'ailleurs, notre stand, c'est Info Pro Digital Media et Info Pro Digital Stories. On a toute la force de vente de la régie qui propose nos différents produits et services. Alors après, comme on fait beaucoup de sur-mesure, il faut aussi avoir des gens qui sont sensibles au contenu et qui vont venir vous amener des briefs ou qui vont avoir l'idée en rendez-vous, parce que l'idée est toujours en rendez-vous. C'est toujours en rendez-vous que ça se passe. Et puis ensuite, on a quand même une force de vente propre, un peu experte justement pour répondre aux recos. Notre différence sur le marché, je crois que c'est vraiment qu'on est orienté métier. Donc on est B2B, on peut à la fois adresser des thématiques métiers très très détaillées. Moi, dans une même journée, je peux rechercher des gens pour parler de RP industriel, d'enduit de façade ou de relations clients. Donc il faut vraiment... voilà, on assume le côté multispécialiste. Et puis ensuite, on a quand même aussi des logiques transverses. Comme si on reprend l'exemple de la relation client ou d'une technologie, on va pouvoir adresser transversalement sur l'usine digitale et ensuite parler aux différents métiers, l'assurance, l'industrie, le commerce, etc. Donc c'est vraiment parler au plus près des métiers. Ce sont des gens qu'on connaît, qu'on côtoie, qu'on invite à nos événements. On a 4 millions de professionnels en base et on a aussi cette granularité qui est qu'on connaît leurs fonctions, on connaît leur secteur. Il y a aussi une vie des métiers qui font que parfois les intitulés de postes évoluent, etc. Donc c'est vraiment une base qui est vivante et une relation qui est vivante et qui vit à travers aussi les médias, mais aussi à travers la data. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples un peu concrets sur, vous parliez, on fait beaucoup de webinaires, par exemple concrètement sur une opération avec quel type, dans quel type de secteur, avec quel type, comment ça s'organise, le lien avec votre annonceur, comment vous organisez un peu par exemple sur un exemple comme celui-ci? Alors, il y a deux configurations, celle où on fait des contenus qui vont être diffusés sur nos médias et ceux qui sont diffusés sur le média de la marque. Donc, par exemple, on travaille depuis 3 ans avec Métro France, on a fait un panel ce matin pour en parler, sur tous les contenus du blog destinés aux restaurateurs. Donc on a des comités éditoriaux toute l'année, ça fait 3 ans qu'on produit des contenus avec la dimension de renouvellement. Et c'est là qu'un média est vraiment intéressant, c'est qu'il vient amener une touche d'actualité, puisqu'on s'adresse par définition dans le B2B à une communauté qui est réduite et avec laquelle on a un contact répété. Donc renouveler, une fois qu'on a embrassé les 10 grands sujets attire SEO, après il faut faire vivre ce contenu, le renouveler. Et donc là, c'est la connaissance de l'actualité, la connaissance des trends qui arrivent, c'est particulièrement différenciant pour justement renouveler son propos, son contenu et ne jamais se répéter. Ensuite, pour vous donner un autre exemple, on a travaillé avec l'ADEME, on travaille très régulièrement avec l'ADEME sur des actions de sensibilisation en direction des élus locaux. Donc à chaque fois, la réponse va être différente. Ça peut être un webinaire, ça peut être un livre blanc, ça peut être une étude. Alors parfois il a quand même l'idée au départ, ou alors en fait on s'est fait une grille de type de besoin. Donc on leur dit voilà, finalement quelle est votre problématique? Est-ce que vous voulez faire de la notoriété? Est-ce que vous voulez avoir des leads? Est-ce que vous voulez voilà? Et en fonction de ça, évidemment, il y a des réponses différenciées. Ensuite, on a quand même toujours une dimension conseil qui est un peu de voir les traits de différence qu'ils peuvent avoir par rapport à leur environnement concurrentiel, notamment sur la tech. C'est quand même compliqué. Il n'y a rien qui ressemble plus à un service cloud qu'un autre service cloud. Donc, une fois qu'on a raconté tous ces cas clients, il faut retrouver un second souffle. Donc, c'est là que la dimension conseil arrive pour leur dire, d'abord, premièrement, il y en a quand même d'autres qui sont nos clients, donc on sait très bien leur territoire de communication et on essaye vraiment de leur trouver à chaque fois des territoires vraiment différenciés. Et de la même façon, si c'est pour des médias propriétaires, on ne va pas forcément avoir la même démarche que sur nos médias.
parce que c'est vrai que sur des médias propriétaires, on a la dimension SEO qui est très importante pour que le public rencontre le message. Donc on va peut-être être un tout petit peu plus orienté SEO, enfin voilà, ce genre de nuances. Mais on part toujours du besoin. Alors justement, quelle est la part, je dirais, d'activité ou de propositions que vous faites par rapport à des médias propriétaires, donc finalement apporter des contenus à des marques sur leurs propres médias et leur proposer d'avoir un relais auprès de vos propres médias du groupe Infopro? Alors, souvent, c'est plutôt une marque qui est en recherche de notoriété, enfin qui cherche à faire croître sa notoriété, va s'appuyer plutôt sur nos médias. Et une marque qui souhaite plutôt embaser les gens, c'est un vilain mot, mais enfin, vous voyez bien ce que je veux dire, ou animer une communauté, vont plutôt essayer de la faire sur leurs médias. Donc, je pense que c'est plutôt une question de maturité, en fait, de la marque et de sa maturité en termes de contenu. Parce que le contenu, ça se construit vraiment dans la durée. Donc quand on s'engage dans une stratégie de own media, il faut savoir qu'il faut un peu de temps devant soi. Voilà, parce que les effets du SEO, ça prend environ 1 an. Donc de toute manière, il faut s'engager dans la durée. Merci Sandrine. Je vais me tourner donc vers Florent Bertha. Donc vous êtes à la tête du pôle Bay Content, le pôle brand content du groupe Bay Media. Vous aussi, vous avez eu un passé assez varié, avec longtemps une activité de journaliste, puis ensuite faire du brand content pour une agence de relations publiques. Vous êtes mis à vos propres comptes et puis finalement vous avez rejoint le groupe Bay Media il y a quelques temps. Donc présentez-nous un peu la structure Bay Content. Merci Didier. Et effectivement, le groupe B-Media que je représente aujourd'hui, c'est donc un groupe qui est relativement récent, puisqu'il a été créé en 2013. Il a été créé par Nicolas Bétou. Nicolas Bétou qui, comme beaucoup d'entre vous le savent, a été le patron des rédactions du Figaro, patron des rédactions des Échos, avant de créer l'Opinion. Et donc de créer B-Media pour créer l'Opinion en 2013. Et puis, donc, l'histoire du groupe, c'est aussi le rachat du groupe AGFI, le groupe AGFI qui est le groupe de presse financière B2B leader en France. Et donc aujourd'hui on forme absolument. Et donc aujourd'hui on forme un groupe d'environ 80-100 journalistes avec un univers plutôt B2C côté opinion et B2B côté AGFI. Et effectivement, comme vous me poussez à parler de moi, et j'aime bien parler de moi, donc il ne faut pas trop me pousser, oui, j'ai été journaliste à l'AGFI pendant une dizaine d'années. J'ai participé à la création de l'AGFI Hebdo en 2005, et puis je me suis occupé ensuite du site agfi.fr avant de devenir associé d'une agence de com au sein de laquelle j'ai travaillé sur des projets de contenu depuis 2013, avant de rejoindre pour ce beau projet chez B-Media, la création d'une entité brand content qu'on a dénommée donc B-Content il y a 1 an. Voilà. Alors, B-Content, notre envie, c'était de créer une activité complémentaire de celle qui préexistait. C'est-à-dire qu'on n'a pas attendu chez B-Media pour proposer de la création de contenu à vocation de diffusion via les médias du groupe. La marche supplémentaire, c'était de créer une activité d'agence de contenu interne, donc de contenu entre autres en marque blanche, pas seulement, mais en particulier. Je pense que pour un groupe de presse comme B-Media, l'idée est de trouver évidemment un relais de croissance et puis pouvoir répondre à une demande d'entreprises qui ont des besoins qui ne sont pas forcément en lien direct avec les médias du groupe. Je pense en partie à la communication interne. Et évidemment, on a une bonne activité pour des entreprises pour leur communication interne, création de mag, création de motion design, de podcasts, plutôt à vocation pédagogique.
et évidemment toucher des entreprises qui ne sont pas des annonceurs dans nos médias et qui malgré tout peuvent souhaiter voir un groupe de presse s'occuper de la création de leur contenu, parce que je pense qu'on a une vraie valeur ajoutée en tant que groupe de presse pour s'occuper d'une stratégie de contenu pour une entreprise. C'est peut-être une question que vous allez me poser. Mais on y viendra dans un deuxième temps, effectivement. Là, quand, pour continuer sur Back Content, justement, vous dites que ça nous permet d'aller chercher finalement des annonceurs qui ne seraient pas venus vers l'opinion ou vers la GFI. C'est un peu ça quand même la communication interne. Ce n'est pas des publics que vous adressiez auparavant avec les deux médias. Est-ce que vous voulez, comme Sandrine, des exemples, un exemple en communication interne que vous proposez pour qu'elle... Oui, pour être très très concret, par exemple, on travaille pour la Caisse d'épargne Île-de-France et j'aime bien donner cet exemple parce qu'il y a un vrai besoin en matière de communication interne. On va vite le comprendre. Quand on est salarié chez Caisse d'épargne Île-de-France, on peut être isolé tout seul dans une agence ou à deux au fin fond de l'Île-de-France. Ils ont 4-5 000 collaborateurs et donc il y a un gros besoin de créer du lien, créer une fierté d'appartenance également auprès de jeunes collaborateurs qui ont vocation à travailler dans la finance et qui donc sont collaborateurs de la Caisse d'épargne de France, qui ont besoin, on a besoin donc de créer du lien, créer de la fierté d'appartenance. Et donc en créant des contenus de qualité, des contenus pédagogiques, des contenus innovants qui donnent une image de marque à l'entreprise. On travaille la marque employeur. Hein, et donc, bon, on s'est occupé moi, je me suis occupé de la création de leur mag, donc charte éditoriale, rubricage d'un mag d'une 50aine de pages, la vocation de chacune de ces rubriques. L'idée étant que la ligne éditoriale du magazine ne soit pas trop top-down, c'est plutôt les collaborateurs parlent aux collaborateurs que la direction parle aux collaborateurs. Donc c'était la ligne éditoriale qu'on souhaitait définir. Et puis donc des motion design désormais sur des sujets un peu techniques, financiers, produire des contenus plutôt ludiques, attractifs sur des sujets plutôt techniques. Alors pourquoi le Crédit Agricole fait appel à vous, Caisse d'épargne fait appel à vous et pas à une agence de contenu, une agence de communication qui fait des magazines internes, etc. Qu'est-ce qui fait la différence et l'atout que vous avez mis en avant pour avoir ce marché ? Je pense que c'est, entre autres tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de présenter à 14h30 un atelier sur les enjeux d'une stratégie de contenu B2B. C'est la combinaison d'une capacité créative et d'une capacité à entrer dans des sujets d'expertise. Et donc, c'est typiquement ce qu'on vient chercher chez nous, c'est-à-dire que, évidemment, qu'on peut trouver sans aucun doute une capacité de création dans des agences de contenu, des réalisateurs de motion design. Il y en a un certain nombre qui sont de très bonne qualité. La combinaison de la capacité, je dirais, journalistique, à entrer dans des sujets assez techniques. On va faire un motion design sur l'affacturage, on va faire un motion design sur l'open banking, sur l'investissement responsable, sur les règles de Bâle 3, qui sont les règles de fonds propres des banques. Et donc, il faut être capable de maîtriser ce type de sujet tout en produisant un contenu créatif. Donc, et je pense que c'est effectivement un aspect différenciant d'une offre un aspect différenciant d'un groupe de presse spécialisé, plutôt professionnel, que d'être capable d'offrir ce type de contenu B2B. Alors pour moi, le premier, c'est quand même la crédibilité. C'est-à-dire qu'il y a une confiance par rapport à la pertinence, à l'exactitude de ce qui va être produit. Et Dieu sait qu'il existe du mauvais contenu sur les réseaux. On l'a tous expérimenté. La source d'études qui n'est pas citée, on ne sait pas si c'est France, si c'est Monde, quelle année. Et puis quand on cherche, en fait, c'est un copier-coller d'autres contenus. Enfin, du contenu médiocre, il y en a plein. Donc déjà, le premier, c'est la crédibilité. Ensuite, il y a ce que je disais tout à l'heure, le renouvellement, la sensibilité à l'actualité. On est de culture éditoriale.
tous les deux, on a commencé comme journalistes, c'est pas un hasard. Et d'ailleurs, quand on recrute, nous, des gens pour travailler en brand content, on voit bien la différence de profil entre des gens qui viennent de la communication et des gens qui viennent du journalisme. Et je pense que nous, on est quand même sur la ligne de crête, mais on est quand même un tout petit peu du côté du journalisme. Ensuite, il y a cette connaissance des communautés que je mentionnais, le fait qu'il y ait des codes dans chaque communauté. Si on prend les restaurateurs, si on prend les plombiers, si on prend les DSI, tous, ils ont des modes de vie différents. Il est clair qu'un restaurateur, on va le choper sur son mobile. Un agent des collectivités territoriales, on va le choper sur son desktop. Il n'est pas question de le contacter en dehors de ses horaires de travail, alors que pour un marketeur, ça pose aucun problème de recevoir une newsletter le week-end. Il trouve au contraire que ça lui rend service. Donc il y a aussi bien connaître, bien rentrer dans ces pratiques de manière très très fine. Et ça, on le sait puisqu'on fait partie de cette communauté en tant que média. Et enfin, on a quand même un savoir-faire en termes de production éditoriale. On sait faire des workflows, on sait automatiser, on sait organiser une rédaction. C'est d'ailleurs assez intéressant, je pense, pour les marques qui commencent à internaliser ces fonctions et qui commencent à avoir des gens en interne pour produire des contenus et qui commencent à se dire quel outil je dois prendre et comment ça se fait que j'ai pas très bien utilisé mon contenu, j'aurais pu le recycler, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. Donc il y a aussi ce savoir-faire de valorisation de ce qu'on sait faire, qu'on expérimente pour nos médias. Alors, vous parlez de la force des rédactions de vos groupes. Quelle est là, on est dans un sujet un peu plus sensible, mais finalement, l'apport de vos rédactions par rapport à vos produits, vos créations de contenu que vous diffusez soit sur vos médias, soit sur des médias propriétaires. Et donc, quelle est la part de l'apport de vos propres rédactions sur la création de contenu ou sur des idées de création de contenu ? Vous faites bien de préciser des idées parce que c'est exactement ce que j'allais dire. C'est-à-dire que il y a quand même une muraille de Chine, hein. C'est-à-dire que les contenus produits pour les marques ne sont pas produits par les journalistes. Mais par contre, évidemment, on s'appuie, la chance qu'on peut avoir quand on est au sein d'un groupe comme le groupe B-Media, c'est d'avoir des ultra-experts de différents sujets qu'on peut aller consulter, qui peuvent nous donner des bonnes idées de sujets. Et évidemment, on ne se prive pas d'interagir avec ces journalistes sur quel sujet traiter aujourd'hui. J'ai, il y a quelque temps, eu l'occasion de travailler sur la thématique des moyens de paiement. Je suis allé voir la journaliste qui suit les moyens de paiement à la GFI, qui était dans mon équipe quand j'étais à la GFI Hebdo, donc forcément c'était plus facile, qui m'a donné 10 bons sujets sur ce sujet, qui m'a ensuite, pour une table ronde, je vais la voir et elle me donne 5 noms d'intervenants à solliciter pour une table ronde. Donc évidemment, cette interaction qu'on a avec les rédactions, elle nous permet de faire du bon boulot. Voilà. À peu près même réponse. Alors on travaille avec un vivier de journalistes qui sont en général des journalistes extérieurs, mais qui travaillent pour nos médias et pour nous, justement à cause de cette grande spécialisation dont on a besoin. Donc il est clair que quand vous cherchez un journaliste plasturgie, il n'y en a pas 350, donc vous tombez assez vite sur les mêmes. Donc il y a cette partie-là, et puis il y a effectivement une partie Megatrends, qui est quels sont les grands sujets qui sont en train de sortir, parce qu'il est clair que parfois quand on est un petit peu flemmard sur un sujet, on va faire une grosse recherche Google, mais Google par définition, ce sont les tendances d'il y a 6 mois, puisque ce qui émerge, c'est ce qui a été beaucoup traité, donc vous avez forcément toujours une tendance de retard. Et là, c'est vraiment un vrai apport d'une rédaction, de dire en fait, c'est des sujets qui ne sont pas encore en SEO, qui ne sont pas encore dans le radar, mais qui ont été identifiés. Après, ce n'est pas 100% les mêmes, c'est-à-dire qu'on est quand même dans des problématiques business, plutôt que en ce qui nous concerne en tout cas, que des problématiques macroéconomiques. Si je prends la supply chain par exemple, la logistique, on ne va pas être sur des tendances macro, nous on va être vraiment sur des solutions. Donc on a quand même un tout petit shift à faire pour dire voilà, est-ce que ce sont vraiment les sujets qui passionnent les gens du métier? En général à 80% oui, mais il faut quand même faire le tri dedans, il faut vraiment que ce soit axé business. Alors justement, vous faites une belle transition en termes de... quelle est la place finalement aujourd'hui du brand content par rapport à la publicité traditionnelle et ce rapport avec, en termes d'efficacité, en termes de ROI,
Et comment vous le positionnez tous les deux? Oui. Sa part d'efficacité. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas une frontière, il n'y a pas véritablement une frontière entre la publicité et le brand content, puisque beaucoup de campagnes publicitaires sont fondées sur des contenus. Et donc, aujourd'hui, les entreprises les marques vont souhaiter avoir une présence dans des médias pour diffuser leurs messages et s'appuyer sur des contenus d'expertise, surtout en B2B. Donc, je dirais plutôt qu'effectivement, il y a un shift de contenu, d'annonces purement commerciales vers des contenus plutôt d'expertise. On le voit dans les pages de nos médias, que ce soit les médias print ou les médias digitaux. La nature des contenus, on a quelques années de recul. La nature des contenus, des sujets traités dans les annonces des annonceurs, elle a quand même beaucoup évolué. Donc ensuite, s'il y a une frontière à faire, c'est effectivement que on vient nous voir pour créer des contenus à vocation de diffusion via les médias, c'est une démarche publicitaire, mais on vient aussi nous voir pour la création de contenu par une marque qui diffusera par ses propres canaux. Mais en fait, tout dépend du canal de diffusion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je dirais qu'une stratégie de contenu, c'est une stratégie finalement de communication, et puis qui ensuite utilise différents canaux. Un canal, c'est la publicité. Un autre canal, c'est les réseaux sociaux. Un canal que j'ai beaucoup pratiqué en tant que journaliste et puis en agence, c'est celui des relations presse. On diffuse auprès de journalistes des contenus. Selon ces différents canaux, évidemment, les KPI ne sont pas les mêmes. Donc, en relation presse, le KPI, c'est le nombre de publications, savoir si les médias dans lesquels on a publié sont Tier 1, Tier 2, parce qu'on a prédéfini les médias cibles Tier 1, Tier 2. Et puis, sur les réseaux sociaux, tout le monde connaît les KPI, impressions, etc., interaction. Bon. Donc, évidemment, les KPI sont spécifiques, non pas au brand content, mais ils sont spécifiques aux canaux. Ouais. Alors je dirais que les contenus sont une opportunité pour la publicité classique, puisque qui dit création de contenu sur nos réseaux dit plan d'activation. Donc il est clair que nous, c'est la même force de vente, et le contenu est plus compliqué, plus long à commercialiser, il faut expliquer, il faut proposer, etc. Donc c'est plus long. En revanche, ça introduit une très bonne relation avec la marque, et ça, le commercial le mesure. D'abord, c'est une relation dans la durée, parce que voilà, on travaille 3 ans avec une marque, voire plus longtemps, on l'espère. Et puis, finalement, on est au plus près de ces problématiques de communication. Donc, on peut à la fois proposer des plans d'activation avec le contenu qu'on a déjà identifié, mais aussi proposer la suite. Donc je pense que c'est vraiment une opportunité. L'autre chose, c'est que c'est l'opportunité d'aller chercher d'autres lignes de budget. Ce n'est pas que les budgets communication, on a aussi des budgets RSE, des budgets affaires publiques, des budgets comme internes en ce qui vous concerne. Donc voilà, moi je dirais que c'est... En tout cas, nous, on n'a pas dissocié les deux. C'est vrai qu'on a quelques spécialistes, parce que quand les opérations sont composites et compliquées, c'est quand même bien d'avoir un ensemblier. Mais pour nous, c'est vraiment une opportunité de développer la publicité et d'acquérir des clients qui, eux, ne passeront jamais une page dans un magazine, qui ont d'autres formes d'expression et que, de toute manière, sinon, on n'aurait pas eu. Certains ont des questions dans la salle. Oui. N'hésitez pas à lever le... Bonjour. Alors j'ai une question, c'est la différence pour un annonceur entre choisir de faire du RP, des relations presse, ou du brand content. Vous avez fait les deux? C'est la glorieuse incertitude des RP.
C'est-à-dire que vous n'avez pas de garantie que votre action, vous n'allez pas pouvoir maîtriser totalement les retombées. Donc, pour moi, ce sont deux choses complémentaires. Le brand content vous assure une visibilité que vous contrôlez dans un contexte que vous contrôlez pour votre message. Et les RP, c'est créer de la surprise, créer de l'incertitude dans le bon sens du terme. Donc voilà, je ne sais pas s'il faut choisir entre les deux en fait. On a tous des définitions différentes de ces différentes du brand content, mais comme je le disais tout à l'heure, pour moi, les relations presse, c'est un canal dans une stratégie de contenu. Donc en fait, donc l'idée, c'est pas un choix, c'est on a une stratégie de contenu, on s'est défini des territoires de communication, des thématiques de prise de parole. On produit des contenus, des contenus de formats différents selon les canaux. Et donc évidemment, on ne va pas a priori adresser un motion design à un journaliste. Mais sur un thème qu'on a défini, on va lui adresser une tribune. Hein. Mais ça fait partie de notre stratégie de contenu d'avoir défini des formats qui sont adaptés à chacun des canaux. Ouais. Au niveau des prix, des tarifs par rapport à de la publicité traditionnelle, alors c'est souvent, il y a des campagnes effectivement de publicité, mais vous disiez ça s'inscrit dans le temps. Si on commence à créer des contenus pour un média propriétaire, il faut le commencer, il faut l'entretenir, etc. Donc en termes de prix, de tarifs pour les annonceurs, qu'est-ce que ça, la différence avec la... Alors là encore, hein, ça dépend des canaux aussi, mais avec les RP, puisque vous en parliez, avec la publicité traditionnelle, dans le print ou avec dans la radio, la télévision, etc. Est-ce que c'est une porte d'entrée ? Est-ce que finalement le brand content permet, vous disiez, ça permet à des annonceurs qui ne feraient pas de la publicité traditionnelle de venir nous voir? Est-ce que justement c'est une porte d'entrée parce qu'elle est peut-être un peu moins chère que de la publicité traditionnelle? En fait, malheureusement, je pense que tout a un coût. C'est-à-dire que donc encore une fois, j'ai une stratégie de contenu, je veux diffuser des contenus à destination des journalistes. Soit je salarie quelqu'un qui va s'occuper de mes relations presse, soit je vais m'appuyer sur une agence que je vais payer quelques milliers d'euros tous les mois. Je veux être présent sur les réseaux sociaux. Évidemment, aujourd'hui, si on ne paye pas sur les réseaux sociaux, on n'est pas visible. Les algorithmes font en sorte que les contenus qu'on va poster sans payer, ils ne seront pas visibles. Donc, de toute façon, aujourd'hui, une stratégie de contenu, elle a, in fine, pour assurer une diffusion de qualité, elle doit forcément s'appuyer sur une diffusion payante. Et évidemment, je veux être présent dans les pages d'un média, de la file de l'opinion ou des nombreux médias de votre groupe. Pareil, mais rien n'est gratuit. Alors ça n'est pas cher pour ce que c'est. Non, on est relativement premium, on l'assume. On ne fait pas justement ces contenus quantitatifs, SEO-oriented. Je pense que d'autres agences le font très bien, pas besoin de nous. Et surtout, je pense qu'il faut vraiment penser à la valorisation de ces contenus. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on souscrit une étude, par exemple, puisqu'on a un département études, et on peut aussi faire un webinaire qui présente les résultats, on peut aussi faire un livre blanc, on peut réutiliser sous forme d'extrait les contenus du webinaire. On a tout cet écosystème un peu de valorisation des contenus qui permettent aussi d'augmenter la valeur qualité-prix et de vraiment l'utiliser pleinement. Donc ça peut être un réservoir de contenu. Par exemple, un numéro spécial, un livre ou un webinaire ou une conférence, un événement que vous allez créer, un événement propriétaire, que vous pouvez vraiment valoriser toute l'année. Je parlais du fait d'avoir des thématiques transversales et ensuite des thématiques métiers. Si on parle de la relation client, on est un opérateur de la relation client, on va s'adresser, on sait qu'il y a environ 7 rôles différents dans une décision d'achat B2B, hein, donc il y a 7 personnes qui décident. Donc on a toujours tendance à parler du dirigeant, mais une étude de Google stipulait que 75% des personnes qui participent à une décision d'achat ne sont pas dirigeants et qu'en général ce sont des femmes de 25-40 ans.
Donc c'est pas toujours l'image qu'on a de la personne pour qui on va écrire. Donc c'est très important de prendre son corpus de contenu et d'essayer de se dire comment je vais le mettre en scène pour ces différentes cibles. On va avoir un chargé de projet qui est relativement junior, qui ne sait pas encore tout de son métier. Donc si on peut lui faire quelques snack content un peu pédagogiques, en fait, il en sera très heureux. Et ensuite, on aura vraiment l'expert à qui on doit faire du contenu assez dense dans le cadre d'un webinaire, par exemple. Donc il y a toute cette partie écosystème qui, à mon avis, vient vraiment améliorer le rapport qualité-prix et qui n'est pas encore très suffisamment poussé, je pense, parce qu'on est dans une phase où on crée beaucoup, on essaye des choses, mais on peut aussi valoriser. Et ça fait partie de la valeur du contenu. Alors le marché se développe, le salon on le voit bien aujourd'hui, il n'existait pas il y a quelques années, donc ça montre bien l'évolution de ce marché. C'est vrai que les contenus via les différents supports, les réseaux sociaux, les médias, etc., c'est de plus en plus, je dirais, la palette est de plus en plus large. Comment vous voyez, vous avez finalement des créations assez récentes, l'un et l'autre, dans vos propres médias. Comment vous voyez un peu l'évolution du marché sur les années qui viennent? Alors, ça me fait penser en fait une conversation qu'on a eue tous les deux tout à l'heure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que l'un comme l'autre, on se positionne sur beaucoup, pas seulement, mais beaucoup sur le marché B2B. Et le sentiment qu'on a, c'est qu'évidemment, il y a un historique sur le B2C en matière de création de contenu, de richesse, de créativité, de moyens mis en œuvre formidables. Sur le B2B, beaucoup d'entreprises ont à peine commencé, voire n'ont pas commencé à développer des stratégies de contenu. Donc l'avenir, pour nous, entre autres, c'est le potentiel. C'est sur ce marché B2B auprès d'entreprises qui doivent absolument déployer des stratégies de contenu. J'ai récemment échangé avec une grande entreprise à qui j'ai dit j'ai observé votre site internet, vos réseaux sociaux, j'ai pas vu de contenu, j'ai dû mal chercher. Elle m'a dit non, vous avez pas mal cherché, on n'a rien fait. Donc il y a encore un énorme potentiel pour nous en matière de création de contenu vis-à-vis d'entreprises de grande taille, mais qui ne sont pas encore lancées. Et puis, deuxième phase aussi, un potentiel en matière de créativité, parce que là encore, autant on est extrêmement créatif dans l'univers retail, autant on est encore assez peu créatif dans l'univers B2B, alors qu'il y a un besoin, une attente des sites B2B de contenu ludique, de contenu attractif. Donc il y a une attente, un besoin de contenu créatif. Alors, je partage totalement votre point de vue. Je pense qu'il y a des différences de maturité énormes entre les marques. Nous, on a vraiment des gens qui sont très héroïstes, très ABM, account-based marketing, cibleurs, avec des scénarios incroyables, etc. Et puis, on a des gens qui viennent de sortir du public print et qui commencent à mettre un pied dans le digital. Donc, on a vraiment des différences énormes. Et ce n'est pas forcément la taille de la marque qui est discriminante. Il y a une histoire aussi de culture, je pense, et de certains secteurs. Donc, effectivement, il y a toute une palette de marques qui ont commencé le contenu un peu par défaut en 2020, qui avaient plutôt une logique de faire des salons, des relations publiques, etc., qui ont dû se rabattre sur le contenu, puis qui finalement ont découvert que c'était quand même assez intéressant, et surtout qu'on pouvait mesurer le ROI, et donc finalement faire ça de manière assez économique. Donc il y a une grosse marge de progression pour ces marques pas encore matures. Et sur les marques matures, je crois que maintenant on a tellement fine-tuné la chose que, excusez-moi de l'anglicisme, mais on va vraiment vers le ciblage, et notamment tout ce que les anglo-saxons appellent community-based marketing, c'est-à-dire le fait d'engager une communauté et d'avoir une conversation permanente avec cette communauté. Donc en général, l'idée c'est plutôt de ramener ça sur leurs médias. Pourquoi ? Parce que dans un monde sans cookies, si on a la relation directe avec son client, c'est quand même beaucoup mieux. Et donc il y a ce mouvement-là, et du coup, des équipes qui commencent à se constituer en interne dans les entreprises. Néanmoins, les entreprises voient bien que écrire 100% de ses contenus en interne, c'est pas l'idéal.
d'un côté, ça amène la culture de l'entreprise, mais de l'autre, on a du mal à se renouveler. Et c'est là que l'agence, et notamment l'agence issue d'un média, permet vraiment d'avoir ce rafraîchissement à la fois sur les sujets et sur les formats. Sur la façon d'écrire, parce que c'est pas parce qu'on écrit pour le B2B qu'on n'a pas besoin de mettre un peu de champagne. On est tous à la fois et des professionnels et des particuliers qui aiment tous bien les vidéos à la brute et à la combini. Donc que celui qui n'a pas entendu cette demande me jette la première pierre. Mais donc voilà, les formats grand public influent sur les formats B2B, et donc on a encore beaucoup de choses à inventer. D'ailleurs là-dessus, les anglo-saxons sont assez bons pour faire du B2B qui a quand même du champagne et qui met en scène les professionnels, notamment de manière beaucoup plus informelle, beaucoup plus sympa, beaucoup plus casual. Je suis désolée pour tous les anglicismes. Mais voilà, je pense qu'on a aussi une marge de progression du côté des écritures, notamment sur la vidéo, qui est encore minoritaire dans les politiques de contenu des acteurs B2B. Et d'ailleurs, il y a une étude du Content Marketing Institute qui dit que 12% des marques seulement estiment que leur politique de contenu est déployée. C'est-à-dire qu'on est vraiment au tout début du chemin. Voilà. D'autres questions? Non? Eh bien, il est 17h, même si on avait commencé un petit peu en retard. Si vous n'avez pas d'autres questions, est-ce que je vous ai brimé? Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez encore voulu ajouter en termes de conclusion, vous deux? Voilà. Merci à vous.